Dans ce premier récit, on va voir le témoignage de Sally. Sally venait d'emménager dans un nouvel appartement avec son chien, dans un quartier, dans une ville qui était plutôt sympa, mais ce quartier était réputé comme celui où il y avait la plus haute criminalité. Alors attention, ça ne voulait pas dire que ce quartier était dangereux, c'était juste en termes de pourcentage là où il y avait le plus de crimes. Mais ça restait quand même relativement bas. En fait, il y avait le plus de crimes parce que c'était un quartier où il y avait énormément de bars et du coup les gens étaient plus souvent alcoolisés dans ce quartier-là, donc plus à même de faire par exemple des bêtises. Le bâtiment où il y avait son appartement était plutôt sécurisé, il y avait entrée avec digicode, on ne rentrait pas comme ça dans l'immeuble. La plupart des gens qui vivaient là étaient des couples ou des familles, donc c'était un endroit en soi plutôt safe. Sauf que malheureusement, il va se passer quelque chose de terrible dans la vie de Sally. Peu de temps après avoir emménagé dans l'appartement, son chien tombe malade. Il a du mal à manger, il vomit beaucoup, il est faible, et naturellement, aimant beaucoup son chien, Sally est inquiète. Elle l'emmène chez le vétérinaire, qui lui donne des traitements, mais étrangement, ces traitements ne semblent pas marcher. 2 mois plus tard, le chien est toujours pas très bien, du coup Sally décide d'emmener son chien chez un vétérinaire beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus réputé. Ce vétérinaire décide de garder le chien en observation et renvoie Sally chez elle en lui promettant qu'elle la tiendra informée de l'état de santé de son chien. Pendant quelques jours, la vie de Sally est rythmée par les appels du vétérinaire qui viennent d'intervalles réguliers entre 30 minutes et 1 heure pour la prévenir de l'état de santé de son chien. Son chien, au fur et à mesure du temps, semble aller de mieux en mieux. Ça rassure Sally, évidemment, mais elle est toujours un peu inquiète. Elle a peur qu'il y ait une rechute, que le chien retombe malade, du coup ça la préoccupe pas mal. Une journée où elle avait travaillé jusqu'à 19 h, elle rentre chez elle. Encore une fois, sa soirée a été rythmée par des appels du vétérinaire. Elle allait se coucher assez tard, vers minuit, et à 1 h 15, alors qu'elle ne dormait pas forcément à point fermé parce qu'elle était pensive vis-à-vis de la santé de son chien, elle a entendu des bruits qui l'ont effrayée. C'est comme si quelqu'un essayait de défoncer sa porte d'entrée. Elle a entendu la poignée de sa porte d'entrée qui bougeait, et comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte en mettant des coups dedans. Sally est tétanisée, elle appelle immédiatement la police. La police vient sur les lieux, et vous vous en doutez, ils ne trouvent rien du tout. Ils regardent dans le bâtiment, dans l'appartement. Aucun indice n'a été laissé. Sally ne sait pas quoi faire. La police lui conseille de déménager si elle ne se sent pas en sécurité, sauf que Sally ne roule pas sur l'or. Elle ne peut pas déménager comme ça. Du coup, ce qu'elle décide de faire, c'est d'installer des caméras dans son appartement. Une petite caméra en fait qu'elle va discrètement installer qui va pointer directement vers sa porte d'entrée. Le seul moyen d'accéder dans l'appartement. Elle part donc ensuite au travail, tranquillement, et dès le soir en regardant les rushs, elle va voir des choses qui vont l'effrayer. Elle voit ni plus ni moins que son propriétaire qui s'infiltre dans son appartement. Il rentre dedans, il fait sa petite vie tranquillement, il se sert un verre d'eau, et Sally le voit rentrer dans sa chambre. Il en ressort avec une petite culotte entre les mains. Il reste là encore une dizaine de minutes et il s'en va. C'est tout ce que Sally nous a témoigné. C'était un récit assez court parce qu'en fait elle n'a pas encore lancé de procédure ou quoi que ce soit vis-à-vis de ses propriétaires. Ce qu'elle se dit, c'est que ce mec-là, il rentre dans son appartement, il vole des petits trucs comme ça, et ce qu'elle suppose en fait par rapport à son chien, c'est que ce mec a empoisonné son chien. Pourquoi ? Parce que le chien, naturellement, il a dû aboyer son propriétaire, peut-être qu'il l'a même attaqué, et le propriétaire, pour s'en débarrasser et faire ses petits trucs tranquilles, il s'est dit « je vais l'empoisonner, comme ça il me cassera plus les pieds ». Sally n'a pas de preuve de ça, c'est uniquement sa supposition. On ne sait pas forcément ce qui va devenir de la suite, Sally a posté son témoignage un peu sur le tas comme ça, donc bon, affaire à suivre. Maintenant vous allez vous méfier de vos propriétaires je pense. Mais c'est vrai que tu te dis pour ceux qui ont des propriétaires qui sont des particuliers, ce qui est principalement le cas, c'est possible qu'ils aient des doubles des clés de chez toi et qu'ils puissent rentrer quand tu n'es pas là un peu comme ils veulent hein. Après je ne sais pas quels sont un peu les recours vis-à-vis de ça, qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce qu'avec les enregistrements, si tu vas à la police, est-ce que tu peux obtenir des actions derrière? Je sais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu que ce propriétaire prend des effets personnels à Sally, il n'est clairement pas bien intentionné. Dans ce second témoignage, on va voir l'histoire de Matt. Matt nous dit qu'il avait 14 ans au moment des faits, il vivait dans une ville plutôt tranquille, il n'y avait pas forcément d'histoire particulière, tout le monde se connaissait un petit peu, et lui, naturellement, il allait à l'école. Pour se rendre à l'école, il prenait un bus tous les matins. Pour lui, c'était pas quelque chose de mauvais de prendre le bus parce que le chauffeur de bus était un vieil homme qui adorait les enfants. Il aimait les faire kiffer, en gros les mettre de bonne humeur sur le chemin de l'école. Il mettait de la musique dans le bus, il était cordial, il était très sympathique, donc du coup tout le monde adorait ce chauffeur de bus. Malheureusement pour les jeunes qui prenaient ce bus-là, le chauffeur de bus était un vieil homme. Il est donc parti, à un moment donné, à la retraite. Naturellement, il a été remplacé par un conducteur qui était plus jeune et que les jeunes ne connaissaient pas.
Tout de suite, une sorte de malaise s'est un peu installé vis-à-vis de lui. C'est qu'en fait, ce jeune conducteur, il essayait d'être sympa avec les enfants qui prenaient le bus. Mais il était un peu creepy, il était un peu étrange. Par exemple, il voulait entamer des conversations avec les jeunes, mais il le faisait de manière assez bizarre. Tu vois, par exemple, en été, il leur disait « Il fait chaud, vous devriez vous déshabiller ». Mais tu vois, il le disait sur un ton un peu spécial. Certains jeunes, ça les mettait mal à l'aise. Matt, lui, se disait juste que le mec ne savait pas s'y prendre, et du coup, il n'y avait pas forcément de danger, il était juste pas très sociable, quoi. Il n'avait pas forcément les bons mots à utiliser avec les enfants. D'ailleurs, il mettait tellement des jeunes mal à l'aise que certains en ont parlé à leurs parents, et leurs parents pensaient un peu comme Matt, ils se disaient il doit être nouveau, c'est la première fois qu'il conduit des enfants, du coup il ne sait pas forcément comment s'y prendre, peut-être qu'il a entendu parler aussi de la réputation du vieux conducteur qui lui était très apprécié, et du coup il stressait un petit peu à l'idée de prendre la relève, et du coup ce conducteur disait peut-être qu'il fallait qu'il crée un lien avec les enfants pour pas qu'il soit mal vu en gros. Mais en tout cas, aucune petite pastille n'était placée sur ce jeune conducteur vis-à-vis du fait qu'il était peut-être dangereux. L'année se passait totalement normalement, Matt vivait sa meilleure vie dans son école, il avait des bonnes notes, tout se passait vraiment au mieux. Lui, il vivait avec ses parents et son petit frère dans une maison. Il faut savoir que la famille de Matt avait une petite particularité. C'est qu'en fait son père avait vécu dans sa jeunesse un incendie. Sa maison avait pris feu. Du coup il a une sorte de phobie par rapport à ça et une sorte de toc s'est développé. En fait, par peur de rester enfermé dans la maison alors qu'il y a un incendie, il laisse toujours la porte arrière ouverte. Il la laisse pas en soi ouverte où vraiment il y a un espace entre le mur et la porte. Il la ferme pas à clé en gros. Comme ça dans sa tête il est beaucoup plus serein. Il se dit que s'il y a un incendie, toute la famille pourra partir rapidement. Comme ça ils seront en sécurité et ils n'auront pas à se dire attends où est-ce que tu as mis les clés. Surtout que dans la panique tu peux ne plus te souvenir et du coup éviter un drame suite à un accident de ce type. Il n'y avait pas d'étage, tout le monde vivait au rez-de-chaussée. La chambre de Matt, elle, avait une fenêtre qui donnait directement sur la rue. Du coup c'était pas anodin qu'il entende parfois les gens passer ou qu'il voit des gens passer la journée. La nuit il ne le voyait pas parce qu'il y avait des stores. Du coup un soir de week-end, après une soirée tranquille, l'année scolaire, elle, était pas encore terminée. Matt est allé se coucher, il s'était préparé pour aller dormir, il avait mis son pyjama, il s'était lavé les dents, toute la petite famille allait se coucher. Il s'est installé dans son lit et il a commencé à s'endormir. Il faut savoir que Matt a le sommeil léger, c'est-à-dire que le moindre bruit peut le réveiller. Donc tard dans la nuit, justement, Matt se réveille parce qu'il entend quelque chose. Il entend quelqu'un qui marche dans la rue. C'est plutôt anodin, Matt a l'habitude, il se dit quelqu'un passe par là, rien à craindre, c'est habituel, je me recouche. Encore plus tard dans la nuit, Matt est réveillé par un second bruit. Un truc dans sa chambre qui tombe par terre. Encore une fois, Matt ne s'affole pas, il reste tranquillement allongé à essayer de se rendormir parce qu'il se dit que c'est son petit frère qui est rentré dans sa chambre. Il se dit que c'est son petit frère qui vient dans sa chambre parce qu'il avait l'habitude, le matin, très tôt, d'aller dans la chambre de Matt pour prendre sa console portable et retourner ensuite jouer dans son lit. Matt se dit donc que c'est son petit frère et il essaie de se rendormir. Mais là, plusieurs bruits vont l'interpeller. Un bruit un peu de frottement. La première pensée qui vient dans la tête de Matt, il ne s'était pas encore endormi parce que le bruit était vraiment proche de l'autre bruit d'objet qui tombe, c'est que son petit frère ne trouve pas la fameuse console. Et du coup, il est en train un peu de retourner les affaires de Matt pour la trouver. Naturellement, Matt est agacé. Il a envie de dormir. Il lui dit « tu fais trop de bruit ». Sauf que là, il n'a pas de réponse. Habituellement, son frère lui répond et lui dit « désolé ». Il n'a pas envie de se faire embrouiller non plus. Matt, il tilte pas tout de suite. Il se dit, il fait son truc, je me recouche. Mais ce fameux son, le son de frottement, il ne s'arrête pas. Et là, ça commence à interpeller Matt sérieusement. Il se dit, ma console, elle est quand même visible. Il met vachement de temps à la trouver. Matt ouvre les yeux, énervé, parce que son frère le dérange. Il se redresse sur son lit et il lui crie, arrête de faire du bruit. Sauf que là, instantanément, Matt est tétanisé. Ce n'était pas son petit frère qui faisait du bruit. Il reconnaît le nouveau chauffeur de bus qui se tient dans sa chambre. Il se tient là, devant son lit, pantalon baissé, en train de se faire plaisir allègrement. Je dis pas clairement ce qu'il fait parce que YouTube pourrait démonétiser la vidéo. Matt, pendant quelques secondes, ne dit rien. Matt est surpris, il est tétanisé, il ne bouge pas, il a la bouche grande ouverte, il voudrait crier mais aucun son ne sort de sa bouche. Et le chauffeur de bus continue ce qu'il fait, tranquillement, devant Matt. Là, Matt reprend un peu ses esprits et il crie de toutes ses forces. Ses parents, qui ne sont pas très loin, entendent le cri de Matt et ils se précipitent dans la chambre de leur fils pour voir ce qu'il ne va pas. Quand Matt a crié, l'homme a voulu s'enfuir. Il se retourne vers la fenêtre, pensant qu'il pourrait s'enfuir par là, sauf que problème, les stores sont fermés. Il est donc totalement piégé parce que les parents de Matt, eux, sont arrivés devant la porte. Le père lui saute dessus et la mère, elle, appelle la police. La police arrive sur les lieux, ils arrêtent l'homme, ils investiguent un petit peu dans la maison et ils ont conclu que l'homme est rentré par la fameuse porte arrière
qui était laissée ouverte, mais le truc, c'est qu'il avait ciblé Matt. Parce que dans sa poche du pantalon qu'il avait laissé par terre, ils ont trouvé un papier. Sur ce papier, il y avait une liste d'adresses, la première était celle de Matt, et les autres adresses correspondaient à des adresses d'autres enfants qui prenaient le même bus que lui. En gros, cet homme comptait, au fur et à mesure du temps, se rendre chez des enfants pour faire ce qu'il faisait chez Matt, aller les observer de nuit pour se donner du plaisir. Comme quoi les jeunes qui avaient un mauvais pressentiment vis-à-vis de cet homme avaient bien raison. Les parents de Matt ont décidé de ne plus faire prendre le bus à leur enfant, ils l'ont accompagné et Matt n'a pas revécu de situation de ce genre, il n'a pas réentendu ensuite d'histoire sur ce chauffeur de bus, il a été arrêté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les parents des enfants qui s'inquiétaient, ils sont quand même tombés de très haut. Tu vois, cette histoire me fait penser à un truc assez creepy en soi, c'est que tu te dis, il y a des métiers qui se permettent de côtoyer des enfants. Tu vois, professeur, chauffeur de bus, cuisinier ou cuisinière dans une cantine d'école. Enfin, tu vois, il y a plein de métiers qui permettent d'approcher des enfants et tu te dis, imagine, t'en as qui ont des pensées malsaines vis-à-vis des enfants et qui font tout pour être à ces postes-là. Tu te dis, c'est assez creepy parce que tu le vois pas, tu vois. C'est pas genre le cliché un peu du mec malsain qui adore les enfants, qui va dans le parc, qui se met derrière les buissons et tout. Tu vois, il y en a, ils peuvent vraiment y accéder tranquillement de par leur profession. Comme clairement ce chauffeur de bus. En tout cas, écoutez les enfants, si jamais ils disent à un moment donné, mon professeur il est bizarre, je le sens pas trop, voilà. Là les amis, on va parler du témoignage de Candice, une jeune fille qui devait passer un concours pour rentrer dans une université. Elle s'était donc préparée pour ce fameux concours, sauf que le jour J, pas de chance. Elle s'est réveillée mais en retard sur le planning qu'elle avait fait. Par exemple, elle disait je devais me lever à 9h pour être vraiment tranquille, elle s'est levée à 9h40. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, elle s'est réveillée en retard par rapport à son planning, mais pas par rapport à son concours. Après, c'est qu'elle avait pas mis de réveil, c'est qu'elle avait demandé à sa mère de la réveiller, qui elle a mis un réveil, mais elle ne l'a pas entendu, du coup, ça a entraîné tout ce retard-là. En vitesse, Candice et sa mère se préparent rapidement. Naturellement, le fait d'avoir un peu bousculé ce planning, ça stresse pas mal Candice, et mère et fille se rendent donc sur les lieux de l'examen. Ça se passait dans un lycée, qui n'était pas celui de Candice, mais un lycée qui avait été réquisitionné, entre guillemets, pour faire justement l'examen. Ils avaient demandé à avoir accès à plusieurs salles pour faire l'examen. Ce lycée était assez grand, il y avait plusieurs bâtiments, du coup c'était pas forcément très simple de se repérer à l'intérieur quand tu connaissais pas les lieux. On était un samedi, donc naturellement, très peu d'étudiants étaient présents pour demander éventuellement son chemin, bien qu'il y en avait quelques-uns qu'on pouvait apercevoir dans certains bâtiments avec des lumières, parce qu'il y avait des salles ouvertes, des bibliothèques accessibles pour les étudiants qui souhaitaient venir travailler le week-end. La mère et la fille sont totalement perdues. Candice a encore une fois son stress qui commence à monter. Et là du coup une pensée ne vient pas la rassurer, c'est qu'elle se dit que les candidats ont déjà été installés dans les salles de l'examen. Effectivement pour des concours, généralement on te dit que ça commence à 11h, c'est pas étonnant qu'à 10h50 on t'ait déjà fait installer tous les étudiants qui doivent faire le concours. Donc là Candice et sa mère sont totalement paumées. Candice a les larmes aux yeux, elle se dit je vais rater mon concours parce que je me suis levé en retard, j'ai pas été préparé, je ne sais pas où c'est clairement la panique dans sa tête. Et là, miracle. La mère de Candice aperçoit un homme qui traverse la cour du lycée. Cet homme avait un blazer, des lunettes, à peu près à la trentaine, il tenait une mallette. En soi, c'était un prof en fait qui traversait la cour. Là, la mère se dit miracle, on va pouvoir lui demander, lui il sait forcément où c'est. Candice et sa mère interpellent donc ce professeur. Il lui pose la fameuse question, est-ce que vous savez où se passe le concours? Et le professeur répond que oui. Et il répond encore mieux que ça, c'est qu'il ne va pas leur dire c'est ici, c'est ici, c'est ici, parce que les deux femmes ne savent pas où aller. Il va leur montrer où c'est. Plutôt cool le mec. Il les fait donc traverser le lycée pour les emmener là où il y a le concours. Et du coup ils arrivent devant un bâtiment. Le professeur les emmène devant le bâtiment, il leur ouvre la porte. Mais là, Candice ne sait pas trop expliquer pourquoi, mais elle a une sensation de gêne, une sensation, enfin elle est mal à l'aise. Et elle ressent que sa mère également n'est pas forcément très sereine. On pourrait se demander pourquoi, mais c'est leur instinct qui leur dit attention. Ce qui était aussi surprenant aux yeux de Candice, c'est que le bâtiment qu'indiquait le professeur semblait être totalement vide. Dans les couloirs, il n'y avait personne, pas d'affichage, pas de personnel, alors que normalement quand tu passes un concours, il y a un peu d'agitation, surtout que l'heure de début du concours n'était pas encore arrivée. Donc tu verrais des gens réviser dans les couloirs, tu verrais des gens aller aux toilettes, tu verrais de l'animation en tout cas. La mère de Candice fait un pas dans le bâtiment, elle se retourne et elle demande au professeur si c'est bien là. Elle aussi est assez surprise qu'il y ait aussi peu de mouvement dans ce bâtiment alors qu'il y a un concours. Le professeur dit que oui, et Candice va dire qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Sa mère dit « je vais aller avec toi » et elle remercie le professeur pour son aide. En fait, elles veulent s'en aller, juste s'éloigner de cet homme qui, clairement, les met mal à l'aise. Au passage, ils disent « maintenant on sait où aller, donc merci beaucoup, on vous dérange pas plus ». Vous voyez, elles essayent vraiment en fait de le faire partir. Le professeur semble un peu agacé, il dit qu'il y a des toilettes dans le bâtiment qu'il indique
qu'elles peuvent utiliser, et qu'en plus de ça, elle sera juste à côté de la salle. Lui, il insiste un peu, sauf que Candice et sa mère font mine de ne pas l'entendre et continuent leur chemin loin de cet homme. Plus loin, loin du champ de vision du fameux professeur, Candice et sa mère discutent entre elles. Elles partagent leurs étranges sensations, et Candice, du coup, décide de regarder une nouvelle fois sa convocation pour voir s'il n'y aurait pas une information qu'elle aurait loupée, indiquant peut-être un endroit où se rendre pour justement passer son concours. Parce que c'est ça le but de la journée en soi. Elle recherche aussi l'information pour savoir si, en fait, le professeur était juste un peu gênant, mais que le bâtiment qu'il indiquait était le bon. Sauf que là, Candice est très surprise, parce qu'en regardant plus attentivement sa convocation, elle se rend compte que le concours n'a pas lieu du tout ce jour-là. Elle a totalement foiré dans la date. Le fameux concours qu'elle devait passer pour rentrer dans une université était bien dans ce lycée, mais presque une semaine après. Donc c'est pour ça qu'en fait il y avait aussi peu de monde. Les deux femmes s'empressent de quitter les lieux en se disant « Mais attends, pourquoi ce professeur nous a dit que le concours était à tel endroit alors que ce n'était clairement pas le cas ?» Elles se demandent un peu ce qui se serait passé. Vient ensuite la journée du fameux concours, la vraie journée. Candice retourne dans le lycée et là effectivement il y a beaucoup plus de monde. Il y a des sortes de pancartes qui indiquent les différentes salles, il y a des panneaux d'affichage, il y a une sorte de staff qui est là pour renseigner les étudiants. Ça n'a rien à voir avec la journée où elle s'est présentée la première fois. Et quelque chose va attirer son attention. Ce sont des étudiants qui font des petites messes basses. Et certains détails interpellent Candice, ce qui fait qu'elle va commencer à poser des questions à ces fameuses personnes. Et on va lui raconter que presque une semaine plus tôt, si ce n'est le jour où Candice s'était rendue avec sa mère sur les lieux la première fois, une élève du lycée, qui était venue travailler comme ça le week-end, a été agressée par un homme qui n'a pas été retrouvé. Cette victime a raconté à la police que cet homme l'aurait pris à partie dans un bâtiment, qu'il l'aurait frappé avec une matraque télescopique qui se trouvait dans sa mallette et qu'il aurait ensuite abusé d'elle. Les détails qu'on a dans le témoignage de cette victime-là semblent indiquer que la personne que Candice et sa mère ont rencontrée est l'agresseur de cette victime. Donc Candice maintenant en sait un peu plus sur ce qui se serait passé si jamais elle était rentrée dans le bâtiment. Elle aurait été, soit elle, soit sa mère, agressée par ce faux professeur. Car oui, cet homme n'était pas du tout un professeur de l'établissement. C'était un mec qui avait fait de ce lieu-là, ce jour-là, son terrain de chasse. Ce témoignage s'arrête ici les amis, c'est assez fou. Est-ce que maintenant, dès que vous allez voir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas dans votre école, dans votre lycée, dans votre fac, vous allez flipper? Peut-être pas. Mais restez vigilant. Vous gardez un petit œil sur lui, si vous dit viens on va dans le bâtiment là-bas, niet. Et si tu vois qu'il a une mallette, alors là, patate. On va appeler la personne qui raconte la première histoire Lucille. À l'époque, elle était au lycée, elle avait 17 ans, et quand elle raconte son histoire, elle est bien plus âgée, donc elle a plus de recul. Donc à ses 17 ans, elle travaillait dans un magasin qui vendait des fleurs et aussi des petits cadeaux. C'était un magasin, soit tu pouvais acheter des souvenirs, tu pouvais acheter des fleurs, tu pouvais acheter des petites cartes de vœux, ce genre de choses. On était le soir, et un homme est rentré dans le magasin. C'était un homme qui avait un look assez particulier. Il était petit, il était en surpoids, il avait les cheveux assez dégarnis, mais il semblait également gras. Enfin, c'était pas quelqu'un qui la mettait en confiance comme ça au premier abord. Ça semblait pas quelqu'un qui prenait soin de lui. Il va voir Lucille et il demande un cadeau pour pouvoir s'excuser auprès de sa petite amie. Bon, naturellement, vu que le business principal de la boutique où travaille Lucille, c'est des fleurs, elle propose un bouquet. L'homme dit que sa petite amie n'aime pas les bouquets. Elle aime pas ça parce que si on s'en occupe pas, les fleurs meurent. Ça, c'est ce qui provoque le premier drapeau rouge dans la tête de Lucille. Elle se dit, c'est bizarre, tu vas dans une boutique de fleurs pour ne pas en acheter avec ça, et tu as cette réponse-là, c'est étonnant. Alors que tu sais potentiellement que la première chose qu'on va te proposer, c'est un bouquet de fleurs. Après ça, l'homme commence à parler de sa vie privée. Il dit comment il a blessé sa petite amie. Il demande même l'avis de Lucille, il dit qu'est-ce que tu penses que j'avais eu raison de faire ça, etc. etc. Lucille lui dit bah c'était pas la meilleure des choses à faire si jamais vous voulez que cette femme reste votre petite amie. Vu que quand elle raconte son histoire, elle raconte une histoire qui s'est passée il y a des années, elle ne se souvient plus précisément de ce que l'homme avait pu lui dire. Donc il converse un petit peu et à la fin l'homme dit oh, vous faites un travail merveilleux, à quelle heure vous finissez votre service? Lucille évite un peu ses questions et l'homme s'en va. Il ne s'est plus rien passé pendant 6 mois. Mais on arrive au jour de la Saint-Valentin. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin en termes de date. Cet homme revient dans la boutique de Lucille. Mais il arrive pas en plein milieu de la journée, il arrive quelques minutes avant que la boutique ne ferme ses portes. Il faisait sombre dehors et de l'extérieur de la boutique, on pouvait avoir l'impression que Lucille était toute seule dans le magasin, alors qu'en fait ses collègues se trouvaient dans
les toilettes. Ils étaient en train de faire un petit pipi avant de partir, d'autres étaient dans la réserve, mais ils n'étaient pas vraiment visibles de l'extérieur. Quand l'homme est rentré dans la boutique, Lucille l'a vu et elle a senti un énorme malaise, comme si un prédateur était arrivé sur les lieux. Elle dit, on sait quand quelque chose ne va pas, on ressent une sorte de sentiment étrange, et là c'était le cas. Et là, Lucille voit quelque chose qui confirme le mauvais sentiment qu'elle avait. Elle voit que l'homme, caché dans son manteau, avait un revolver. Mais il était très mal caché, comme s'il voulait qu'on voie qu'il était armé. Rapidement, Lucille griffonne quelque chose sur un bout de papier, elle note, l'homme a une arme à feu. Dès que la collègue sort de la salle de bain, elle lui remet la note, et calmement, la collègue se dirige vers le téléphone. Lucille et la collègue ne veulent pas montrer qu'elles sont totalement paniquées, ce qui est plutôt normal. Arrivée au niveau du téléphone, la collègue regarde Lucille, elle lui fait comprendre, je te regarde, est-ce que je dois appeler la police? Et là Lucille dit non. Elle dit non parce qu'elle pense que si jamais l'individu, l'homme qui est rentré dans la boutique, apprend que la police a été prévenue, ça pourrait faire empirer les choses. Elle se dit, faudrait pas qu'on ait affaire à une prise d'otage si la police débarque. Lucille se dit qu'elle va essayer de gérer la situation, de régler la chose calmement. Peut-être que l'homme a certes un revolver, mais qu'il ne compte pas s'en servir dans la boutique. Du coup, elle se dit, on va essayer de gérer ça calmement sans qu'il y ait de dégâts. Pendant 15 minutes, l'individu erre dans la boutique, qui est pas grande du tout. C'est pas comme s'il y avait 15 000 allées à visiter, comme s'il ne savait pas quoi faire. Lucille se dit que l'homme attend que la fameuse collègue parte pour se retrouver seule avec elle, mais ne la voyant pas partir, l'individu se dirige vers Lucille, au comptoir là où elle se trouve, et il passe une commande de fleurs pour la Saint-Valentin. Lucille se dit, banco, j'ai son nom et son adresse, comme ça s'il faut donner ces informations à la police, je les ai. L'homme achète également une carte de vœux, et il sort de sa poche une liasse de 100 $ qu'il commence un peu à feuilleter pour donner son argent. Toujours dans son rôle de bonne vendeuse, comme si elle n'avait rien vu, Lucille dit, est-ce que vous voulez un sac avec votre carte, comme ça fera un peu trompe-l'œil pour votre petite amie qui vous attendra à la maison. Et l'homme va répondre quelque chose d'assez surprenant. Il va dire, ce n'est pas la peine, je n'ai pas l'intention de passer inaperçu ce soir. Lucille, elle se dit, ça, c'est une référence au pistolet qu'il garde caché dans son manteau. L'homme, après avoir payé sa carte de vœux, sort du magasin, et là la collègue et Lucille se précipitent à la porte du magasin pour la verrouiller à clé, et ils regardent l'homme s'installer dans son camion garé devant le magasin. Lucille et sa collègue se disent qu'ils quitteront la boutique, certes, mais une fois que l'homme sera parti et bien loin. Du coup, ils gardent un œil sur l'homme, dans son véhicule à l'extérieur, et à un moment donné, l'homme s'en va. Mais problème, c'est qu'il s'en va pas pour rentrer chez lui, il s'en va pour se garer à une autre place, et il se remet à attendre. Lucille et sa collègue ont attendu pendant très longtemps, ça se compte en heures. Et finalement, l'homme est parti. Totalement en panique, Lucille a appelé sa mère a appelé la police, et la police est venue le lendemain pour prendre la déposition de Lucille et de sa collègue concernant ce qui s'était passé. Assez traumatisée et ayant besoin de partager ce qu'elle avait vécu, Lucille a témoigné de son expérience traumatisante à sa meilleure amie. Sa meilleure amie en a parlé à sa propre mère, et il se trouvait que cette mère-là travaillait avec l'homme qui était venu dans le magasin. Elle a donc informé la sécurité de son travail de dire attention, cet homme potentiellement se balade avec un revolver. L'homme a donc été interrogé, et il a totalement nié les faits. Il a dit que dans sa poche il n'avait pas de revolver, c'était un gant. Et la police, par rapport à tout ça, était un peu énervée, parce qu'ils voulaient être les premiers à interroger l'homme. Ils étaient en colère que l'entreprise ait pris les devants sur ce sujet-là. La police a essayé de contacter l'homme et de se rendre chez lui à plusieurs reprises, mais à chaque fois, l'homme n'était soit pas là, soit il arrivait à éviter les appels de la police. La mère de Lucille, qui était assez paniquée à ce que sa fille retourne dans cette boutique où il s'est passé cet événement-là, lui a imposé de quitter le travail qu'elle faisait. Et du coup, ça rendait un peu triste Lucille parce qu'elle aimait vraiment le travail qu'elle faisait dans cette boutique. Mais fort heureusement qu'elle n'y ait pu retourner parce que l'homme est revenu le jour de la Saint-Valentin pour récupérer les fleurs qu'il avait commandées. Et après, il n'a plus jamais fait parler de lui. Est-ce que si Lucille avait été présente le jour de la Saint-Valentin, il se serait passé quelque chose? On ne sait pas. Est-ce que l'individu comptait utiliser son arme sur Lucille ou sur quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Non plus. En tout cas, ce que Lucille se dit, c'est qu'en fait l'homme voulait potentiellement s'en prendre à elle parce qu'il semblait très focus sur elle. C'est-à-dire que au début, il pensait qu'elle était tout seule dans le magasin, mais après, en ayant vu la collègue, il attendait que la collègue parte. Donc ça veut dire que potentiellement, la cible qu'il avait désignée, c'était Lucille. Donc est-ce qu'il l'aurait assassinée? Est-ce qu'il comptait l'enlever? Est-ce qu'il avait de base prévu de l'enlever si jamais elle avait accepté, je sais pas, de sortir avec lui, de prendre un verre ou que sais-je? Ça, on ne sait pas, et il y a des choses dans la vie qu'il vaut mieux ne jamais savoir ou ne jamais expérimenter. Allez, je vous propose qu'on passe à l'histoire suivante. On va voir maintenant l'histoire de Elliot. Elliot avait 9 ans quand il lui est arrivé quelque chose qui le marque encore aujourd'hui.
Elliot vit dans un quartier résidentiel où les maisons sont en rangée, vous savez, les unes à côté des autres. En fait, il y a une sorte d'allée qui traverse le quartier et des sous-allées sur les côtés où il y a chaque fois 2 maisons de chaque côté. Et derrière les maisons, il y a des petites allées qui mènent à d'autres endroits. Il y a donc la maison de Elliot dans une des allées et en face, il y a une autre maison qui est habitée par une vieille femme. Et il ne sait pas pourquoi, mais cette vieille femme, elle ne l'aimait pas. Lui d'ailleurs ne l'aimait pas forcément non plus. Il l'a trouvée assez creepy parce qu'elle avait peint ses fenêtres pour que personne ne puisse voir à l'intérieur de sa maison. Il n'y avait qu'une fenêtre qui n'était pas peinte. C'était une fenêtre à l'étage, donc quand toi tu étais dans la rue, tu ne pouvais pas voir à l'intérieur de la maison au travers de cette fenêtre. Mais par contre, si quelqu'un se trouvait dans la maison en haut, cette personne pouvait voir à l'extérieur. Et justement, cette fenêtre était la fenêtre de la chambre de la vieille femme. Et elle, de temps en temps, même plutôt régulièrement, elle se mettait là et elle regardait dehors. Mais elle regardait pas dehors comme ça, voir un petit peu les chats et les chiens qui passent. Non, elle regardait directement en direction de là où se trouve Elliot. Si Elliot était dans la rue, elle regardait Elliot dans la rue. Si Elliot était dans sa chambre, qui se trouvait face justement à la maison de la vieille femme, elle regardait Elliot dans sa chambre. Donc elle ne le lâchait pas du tout. Quand Elliot avec des amis jouait dans la rue, elle sortait de la maison pour les engueuler. Bon, c'était pas la voisine idéale en tout cas, selon Elliot. Un matin d'école, malheureusement Elliot rate son bus. Son père dit « Ok, t'inquiète pas, je vais t'emmener à l'école en voiture », du coup il dit « Va à la voiture, j'arrive ». Elliot se dirige tranquillou vers la voiture de son père, et là, il remarque que de l'allée qui se trouvait derrière la maison de la vieille femme, elle arrive, elle vient de là, elle n'est pas sortie de la porte avant de la maison, elle est sortie par la porte arrière, et puis elle a pris la petite allée, elle fait le tour de la maison. Sauf qu'elle sortait pas pour dire bonjour ou sortir ses poubelles. Elle sort de son dos un couteau de boucher, elle le lève, pointe vers Elliot, et elle commence à lui courir après. Je sais que des fois je fais des petites vannes en mode « et là, il veut les assassiner » et je dis non c'est pas vrai. Là, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de truc en mode « non je rigole », en fait il fait totalement autre chose. La vieille femme court après un gamin de 9 ans avec un couteau. Bien sûr Elliot qui est jeune et la vieille femme qui est assez âgée, il arrive à la distancer en courant. Il est plus rapide qu'elle. Du coup il se précipite dans sa maison et là, elle ne le suit pas, elle s'arrête. On va dire elle a la conscience de se dire que tu peux rentrer dans la maison, mais elle s'arrête, elle bouge plus. Elle regarde la maison. Bien sûr, Elliot est terrifié, il dit à son père qui est dans la maison en train de se préparer ce qu'il vient de vivre, et le père, il croit son fils directement parce qu'il a déjà eu des rapports sur la vieille femme de la part de son fils qui dit elle nous a encore crié dessus, elle est chiante, elle est creepy, etc. Lui il a vu aussi certaines choses, du coup il sort de la maison et il lui crie dessus. La vieille femme ne s'enfuit pas en voyant le père, elle s'engueule avec lui et elle dit qu'elle voulait se débarrasser des enfants stupides. Ah si c'est que ça, vas-y, rentre dans la maison, finis ce que tu voulais faire. Bon bien sûr le père il a appelé la police ne l'a pas arrêté. Ils l'ont renvoyé chez elle, sauf qu'un peu après, une ambulance est venue la chercher. Elliot sait que les parents ont porté plainte, mais il était trop jeune pour se souvenir d'un peu de l'aboutissement de ses démarches. En tout cas, après cet événement, Elliot n'a plus revu la vieille femme. En tout cas, pendant 1 an. Elliot s'était levé un matin, il était tout excité parce qu'il avait neigé, du coup, il a voulu aller jouer dans la neige, dans son allée. Il s'est habillé, il a mis sa doudoune, tout ce qu'il faut, il ouvre la porte et là, il voit la vieille femme, au milieu de l'allée, mais qui ne regarde pas en direction de sa maison, qui regarde l'allée avec un regard vide. Bien sûr, Elliot il se souvient par contre du moment où la vieille femme lui a couru après avec le couteau. Du coup, plutôt que d'aller jouer dans la neige à côté, il revient dans la maison, il a ouvert la porte, il l'a vu, il fait ok, il referme. Il va voir ses parents, il leur dit papa, maman, la vieille femme est de retour. Les parents sont allés à une fenêtre pour voir à l'extérieur ce qu'il se passait, et ils ont vu la vieille femme qui regardait là la route pendant quelques minutes, et à un moment donné, elle a marché tout droit, et elle est partie, sans rien dire, sans rien faire d'autre de chelou, parce que oui, c'est assez chelou, et depuis ce moment-là précisément, par contre, là, ils ne l'ont plus revue. Depuis, Elliot et sa famille ont déménagé, loin de la ville où se sont passés ces événements, mais apparemment, de ce qu'il sait, parce qu'il a gardé contact avec des amis qui sont restés sur place, la vieille femme, elle vit toujours dans la même ville. Et encore pire, elle vit toujours dans la même maison. Donc c'est là que cette histoire s'arrête. J'ai une théorie sur cette histoire. Pour moi, la vieille femme a des problèmes psychologiques, là vous allez me dire, sans déconner. Mais le truc c'est que je pense qu'en fait quand quand l'ambulance est venue la chercher, en fait ils l'ont emmenée dans un truc psychiatrique, quelque chose comme ça, où elle a dû être traitée pendant un certain moment. À un moment donné, les docteurs qui l'a traitée se sont dit c'est bon, il n'y a plus de problème, on peut la remettre pas dans la nature, mais on peut la libérer quoi. Elle peut aller retourner chez elle, et du coup elle est retournée chez elle, sauf qu'apparemment ces problèmes, alors peut-être que la phase de je te cours après avec un couteau, ça elle leur fera plus, mais après elle a sûrement
des absences, c'est quelqu'un, même si elle a été en institut psychiatrique pour être traitée d'un point de vue mental, bah elle a toujours des problèmes qui peuvent aussi subvenir avec l'âge, donc elle a sûrement des absences, ce genre de choses, mais en tout cas on espère que ces problèmes de violence, eux, ont été réglés. Parce que quand t'as 9 ans te faire courser, déjà, ça peut te faire flipper par n'importe qui, mais en plus de ça, par une vieille femme que tu considères comme creepy depuis un moment, et en plus de ça elle te course avec un couteau, là je peux comprendre que ça te traumatise. Je pense que tu ne joueras plus jamais au loup avec tes amis. Je sais pas si on appelle ça encore comme ça, mais vous avez peut-être compris ce que je voulais dire. Ok, on va conclure avec une dernière histoire qui concerne cette fois-ci une femme de chambre qu'on va appeler Karine, qui a fait une découverte plutôt chelou et plutôt effrayante alors qu'elle nettoyait la chambre d'un hôtel, l'hôtel où elle travaillait. Elle nous dit que l'hôtel pour lequel elle travaille, c'est un hôtel indépendant, c'est-à-dire c'est pas une grande chaîne comme Hôtel Ibis par exemple, où vous vous en retrouvez plein dans différentes villes différentes. C'est un hôtel qu'il n'y avait que dans qu'une ville et qui était le meilleur hôtel, apparemment, selon les différents sites où tu pouvais donner des avis, de la ville. D'ailleurs, c'était plutôt une fierté pour ceux qui géraient l'hôtel, pour ceux qui y travaillaient également. Vraiment, dans cet hôtel-là, l'accueil était top, donc pour les clients c'était vraiment idéal, mais même pour les employés c'était parfait parce qu'il y avait une très bonne ambiance de travail, les patrons étaient très respectueux et très gentils, donc en soi l'endroit rêvé. Et justement Karine nous dit qu'en tant que femme de chambre, elle a vu plein de choses différentes, des choses parfois étranges, parfois particulières. Par exemple, elle dit que voilà, certains avaient ramené leurs animaux de compagnie alors que les animaux n'étaient pas autorisés, mais ils les avaient planqués dans un sac et du coup, en allant faire la chambre, ils découvrent bah tiens, il y a un chat qui a été ramené alors que normalement c'était pas autorisé. Une fois dans une autre chambre, elle a trouvé des caméras d'un niveau professionnel, hein, pas une petite caméra que tu as pour filmer tes vacances, vraiment un sacré équipement. Et sur le lit, il y avait une tétine pour adultes, il y avait des couches pour enfants de taille grande, XL, alors que ceux qui occupaient la chambre avaient la vingtaine et qu'ils n'étaient pas venus avec un enfant. Donc tu te dis, c'est plutôt chelou d'avoir ça alors que t'as pas d'enfant, tu vois. Karine dit également que dans une autre chambre, il y avait de la drogue qui avait été trouvée ainsi que des armes à feu, du coup la police avait été appelée, ils avaient fait un raid dans la chambre de l'individu quand il était revenu dans sa chambre, pour l'arrêter. Donc vous voyez, elle a vu des trucs normaux, un lit défait, comme des trucs un peu plus chelous. Mais en tout cas, ce que Karine précise à ce moment-là de son témoignage, c'est que ces choses-là, ça l'a parfois dégoûté, ça, elle se dit c'est bizarre, ça l'a étonné, mais ça l'a jamais effrayée. Par contre, ce qu'elle veut nous raconter, la découverte qu'elle a fait précisément, et que je vais vous raconter, ça c'est la première fois qu'elle a été effrayée par une de ces découvertes. Karine était en train de nettoyer une chambre où l'homme qui l'occupait était parti, il avait libéré la chambre, du coup Karine l'a préparée pour que d'autres clients puissent s'y installer, et pendant qu'elle est en train de nettoyer tout ça, un homme qui sort d'une autre chambre voit qu'elle est en train de faire le ménage, elle voit son chariot dans le couloir, du coup il va la voir et il dit « Bonjour madame, tu peux aller nettoyer ma chambre maintenant parce que je vais aller prendre mon petit déjeuner, comme ça quand je reviens c'est clean. » Karine se dit top, comme ça je pourrai nettoyer plus tôt, enfin comme ça va l'avancer dans son travail, donc tant mieux. Elle ouvre donc la porte de la chambre de l'homme qui est parti prendre son petit déjeuner, elle bloque la porte, comme ça elle peut faire ses allées et venues sans à chaque fois avoir à fermer et rouvrir. Sauf que déjà, dès qu'elle rentre dans la chambre, elle voit un truc qui la surprend. Sur un des deux lits, parce que c'était une chambre où il y avait deux lits séparés, il y a aligné plein de flacons de médicaments. Il y a également de l'insuline et des aiguilles. Bon, à ce moment-là, Karine est un peu curieuse. C'est vrai, elle aime bien parfois regarder un petit peu quand quelque chose la surprend comme ça, essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est. Du coup, elle regarde un peu les différents médicaments et elle se rend compte que ce sont des médicaments soit contre le diabète, soit contre le cholestérol. Donc elle se dit, bon c'est bizarre d'en avoir autant, parce qu'il y en a vraiment genre une vingtaine. Hein. Donc elle dit voilà, il y en a beaucoup, mais bon, on juge pas. Karine commence à faire le lit où a dormi l'homme, et elle se rend compte que les draps sont tachés. Elle se dit ah mince, du coup je vais pas juste faire le lit, va falloir que je ramène les draps et que j'aille les faire changer. Karine sort de la chambre pour aller récupérer des nouveaux draps et elle retourne dans la chambre. Et après dans les hôtels parfois vous savez vous avez un petit bureau avec une chaise, du coup elle se dirige vers la chaise pour poser ses draps, enlever les draps sales et mettre les draps propres. Sauf que pendant qu'elle fait sa manipulation, elle pose ses yeux sur le meuble où se trouve la télévision. Son regard se pose sur un truc tout bête, des bouts de papier. Sauf que quelque chose l'interpelle, c'est qu'elle a remarqué un mot sur un des bouts de papier et ça l'a frappé. Ce mot, c'était le mot tuer. Là d'un coup Karine laisse tomber ses draps, elle est surprise. Encore une fois, que de surprises dans cette chambre d'hôtel. Elle va donc voir les fameuses notes de papier. Et ce qu'elle a lu sur ces notes, ça lui a glacé le sang. Voilà ce qui y avait marqué. Tu n'as pas à lui pardonner et tu ne peux pas la tuer. Tu es ici pour te débarrasser de l'argent et de l'alcool. Ça c'est ce qui avait marqué sur la première note. Visiblement la personne voulait aller à l'hôtel pour essayer de se débarrasser de son addiction peut-être à l'argent et à l'alcool. Là, le cœur de Karine commence à battre très fortement. Elle est très stressée. Elle pose donc ses yeux sur la deuxième note et elle commence à la lire.
Ça ressemblait à une liste soit de courses ou de choses à faire, mais au bout d'un moment, ça commençait à empirer. Il y avait marqué déodorant, faire une demande d'assurance maladie, insubordination, l'âme est guérie en étant avec des enfants, suivi des cartes bancaires, héritage, des économies, Kwai Pop 10 500, carte Montana, il y aura un jour de jugement, as-tu dit à maman ce que j'ai dit, comment Bev a-t-elle eu mon adresse? Vous voyez, ça n'a aucun sens. Même moi, qui aime bien enquêter un petit peu, j'ai du mal à faire un lien entre tous ces éléments personnellement. À part la première note qui est vraiment limpide, bah là c'est particulier. Vous me direz en commentaire si jamais vous arrivez à trouver quelque chose là-dedans. Pour Karine, c'en est trop. Elle flippe totalement, elle se dit oula, sur qui je suis tombé. Du coup, elle prend des photos avec son téléphone des fameuses notes et elle est partie directement sans nettoyer la chambre. Elle se dit je vais montrer à mon patron les notes, comme ça il comprendra pourquoi je suis pas resté plus longtemps. Elle a donc ses photos en main et elle sort de la chambre. Elle ferme la porte et au moment où elle lève la porte et qu'elle se retourne, elle voit que l'homme qui était celui qui occupait la chambre, avec ses trucs bien chelous à l'intérieur, revient. Il est à 3 mètres derrière elle et là, dans la tête de Karine, ça va très vite. Elle se dit ok, faut que je trouve un truc. Elle dit je suis désolé, il me manque des affaires pour bien nettoyer votre chambre, je reviendrai un peu plus tard. L'excuse parfaite. La gorge nouée, Karine s'en va, elle va vers l'ascenseur et là elle voit que quelqu'un d'autre attend l'ascenseur. Un homme de maintenance. Elle se sent un peu en sécurité vis-à-vis de ce collègue, du coup elle lui parle de ce qu'elle a découvert, elle lui montre les fameuses photos, et là l'homme dit ok je vais t'accompagner pour aller voir le patron. Ils arrivent donc ensemble au patron, elle explique toute la situation et le patron a plutôt tendance à la croire, déjà parce qu'il a vu les photos, et en plus de ça parce que Karine est une employée quasiment exemplaire. Elle ne s'est jamais plainte une seule fois de quoi que ce soit, elle va nettoyer les chambres même si elles sont dégueulasses, elle a jamais dit je veux pas nettoyer une chambre parce qu'il y a un truc qui me déplaît. Donc là, par rapport à tout ça, le patron, il se dit j'ai aucune raison de ne pas la croire parce qu'elle nous a pas fait le coup 50 000 fois. Le patron prend donc une décision, la décision de virer ce client étrange de l'hôtel. Karine, elle, patiente là où il y a toutes les affaires de femme de ménage parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Elle sait pertinemment que l'homme va se douter que s'il est viré, c'est à cause d'elle. Donc elle a éventuellement peur de représailles, donc elle décide de rester cachée entre guillemets le temps que l'homme soit officiellement parti avec ses affaires. À partir du moment où l'homme a quitté les lieux et qu'il est parti, là Karine se sent beaucoup plus en sécurité. C'est là que cette histoire se termine. Bon, là on a vraiment une histoire assez mystérieuse. Ça se trouve l'homme, il écrivait juste ses pensées un peu comme ça sur un papier. Ça se trouve il écrivait des idées pour une histoire parce qu'il était auteur. On n'en sait rien. Ça se trouve, il n'y avait rien d'anormal avec lui. Après on peut comprendre que ça mette un certain malaise vis-à-vis de la femme de ménage quand elle voit ça. Moi ce que je me dis, ce qui me fait rigoler, c'est que tu vas te dire maintenant quand tu vas aller dans un hôtel, bah tiens la femme de ménage elle va potentiellement fouiller mes affaires. Même si là bon c'est pas forcément vraiment fouillé précisément parce que elle a pas fouillé dans son sac ou quoi que ce soit, elle a regardé juste ce qu'il y avait sur les meubles. Mais bon ça m'a fait penser un petit peu à ça. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a pas mal de zones d'ombre autour de cet homme, donc je compte sur vous en commentaire pour me dire ce que vous pensez concernant cet individu. Peut-être que vous allez avoir des théories plutôt réalistes, rationnelles, et en les lisant je me dirais bah tiens oui effectivement ça pourrait être ça. Bon les amis. Il y a quelques années de ça, Howard vivait dans une petite maison avec sa petite amie travaillait de nuit et cette histoire s'est passée justement la nuit. Et sa maison avait, comme beaucoup de maisons aux États-Unis, une porte avant et une porte arrière. Sa porte arrière était assez imposante et quand il pleuvait, on entendait très bien quand quelqu'un l'empruntait parce qu'elle faisait un bruit assez sourd. Il était très tard, Howard était sur son canapé, il s'était endormi, il regardait Netflix sur son ordinateur. Il est réveillé par un bruit qui le dérange, c'est le bruit de la porte arrière qui s'ouvre. Il faut savoir qu'Howard a pour habitude de ne jamais fermer cette porte arrière, ce qui est propice, vous me direz, aux intrusions. Ses séries étaient encore en train de défiler sur son ordinateur, il ouvrait doucement ses yeux, il était encore un peu la tête dans les fesses, quand il remarque devant lui, dans le couloir, une sorte d'ombre qu'il prend pour sa petite amie. Forcément, si je vous dis ça comme ça, vous vous doutez, ce n'est pas elle. Du coup, Howard commence à s'étirer et dit à cette ombre « Viens là ma chérie, viens me faire un câlin ». Il est encore en train d'essayer de se réveiller comme il peut, qu'il entend des bruits de pas se diriger vers lui, mais ce qui est assez intriguant pour lui, c'est que c'est comme si les pieds sur le sol étaient mouillés, donc ça fait un peu un bruit assez flasque. Howard se concentre un petit peu sur la forme qui se dirige vers lui, et il distingue enfin qui est cet individu. C'est un homme très imposant, qui est totalement nu. Howard est dans un premier temps choqué, forcément il se trouve avec un mec totalement à poil devant lui, qu'il ne connaît pas d'ailleurs, et là cet homme va sourire, et faire un rire qu'Howard décrit comme un rire un peu de débile, vous savez, un peu un truc comme ça. Howard panique,
Il saute de son canapé et se rend à l'étage, il s'enferme dans une chambre et se saisit de son téléphone pour appeler la police, et il entend les bruits de pas de pieds mouillés sur le sol qui se précipite vers là où il se trouve. Pendant qu'il est en train de raconter à l'opérateur du 911 ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a un intrus totalement nu chez lui, il entend que l'individu est arrivé devant sa porte et qu'il commence à gratter en lui disant « Chérie, laisse-moi entrer ». Howard décide de se cacher sous son lit pour essayer d'observer en même temps l'ombre de l'individu qui se trouve derrière la porte, et il crie que la police arrive. À ce moment-là, Howard patiente quelques minutes qui lui ont semblé durer des heures, jusqu'à ce qu'il entende que l'homme rebrousse chemin et il entend les bruits de pas qui s'éloignent de sa porte jusqu'à ne plus les entendre du tout. À un moment donné, la police arrive, il rentre par la porte arrière qui avait été laissée ouverte, il voit justement les traces de pas mouillées jusqu'à la chambre de Howard, ils lui disent que c'est la police qui peut sortir, donc Howard sort, il fait une description physique de l'homme à la police et la police lui dit qu'ils ont déjà eu plusieurs plaintes de personnes dans le quartier qui ont avoué qu'un homme totalement nu s'était introduit chez eux. Cet homme n'a pas été arrêté, mais en tout cas la police est au fait qu'un homme comme ça dans ce quartier a tendance à s'introduire dans les maisons. On ne sait pas forcément pour quelle raison, parce qu'il ne cherche pas à cambrioler les maisons. Peut-être que son objectif est encore plus malsain. En tout cas, Howard nous dit qu'après cet événement, il a pris pour habitude de fermer maintenant tout le temps sa porte arrière pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Est-ce qu'on aimerait voir un homme nu comme ça débarquer chez nous alors qu'on est en train de Netflix and chill? Je ne pense pas. En tout cas, moi personnellement, c'est pas un de mes fantasmes. Et honnêtement, je peux comprendre quand même qu'en voyant ce spectacle, quand tu te réveilles d'une petite sieste, ce soit pas le réveil le plus agréable. Dans cette seconde histoire, on va aller dans les années 2000-2001. C'est le récit de Jimmy qui rend des visites à sa mère en Arizona. Jimmy a toujours eu peur de conduire de nuit parce qu'il regardait beaucoup de films d'horreur et il avait été assez traumatisé quand il était plus jeune des histoires d'horreur qui se passaient sur des routes isolées. Du coup, il aimait pas trop ça. Il avait peur que quelqu'un se cache sur son fauteuil arrière, que quelqu'un l'arrête et qu'en fait ce soit un tueur. Il était en fait assez paranoïaque vis-à-vis de cette situation. Il nous dit que cette paranoïa lui vient de sa mère qui, elle aussi, refuse catégoriquement de conduire la nuit. Jimmy était un militaire, du coup il avait une permission justement pour rendre visite un peu à sa famille. Jimmy décide d'enfreindre sa règle de ne pas conduire la nuit parce qu'il pense que sa mère lui en voudrait qu'il fasse une pause dans une sorte de motel et du coup il décide de conduire directement jusqu'à la maison de sa mère, donc de conduire de nuit pour gagner du temps. Pour vous dire la paranoïa qui entoure Jimmy, il pense en fait à chaque fois qu'il y a un danger. Il se dit clairement que s'il dort à un motel, on peut totalement l'attaquer pendant qu'il dort, ou il se dit qu'il pourrait même se faire kidnapper. On en est effectivement à ce niveau-là. Il est donc sur la route, il n'y a vraiment personne sur la route à cette heure-ci parce qu'il est assez tard, jusqu'au moment où un camion rouge arrive derrière lui. Ce camion a un comportement assez étrange parce qu'il n'arrête pas de faire des appels de phare et de klaxonner, ce qui interpelle naturellement Jimmy. Dans un premier temps, il se dit que peut-être qu'il a un problème avec sa voiture qu'il ne voit pas qui est à l'arrière de sa voiture. Que ça peut être son coffre qui est ouvert ou la roue arrière qui est crevée, il ne sait pas trop, mais en tout cas il pense qu'il y a un problème. Il se dit que ça doit être forcément ça parce que sinon pourquoi on serait aussi insistant à faire des appels de phare ou à klaxonner. Jimmy décide donc de s'arrêter sur le bas-côté de la route, il avait dans la vingtaine à ce moment-là, il était un petit peu naïf, du coup il décide de se garer, de sortir de sa voiture pour voir ce qui se passe. Une fois qu'il est sorti de sa voiture, Jimmy remarque que le camion continue de lui faire des appels de phare et de klaxonner. Et c'est juste au moment où il arrive au milieu de sa voiture, avant qu'il arrive justement derrière pour voir ce qui se passe, qu'il se dit mais c'est quand même étrange. Là il remarque que le camion rouge s'arrête, un peu plus loin derrière lui, et que la personne qui était au volant sort de son véhicule. Tout de suite, Jimmy est très mal à l'aise, il prend peur et il décide de remonter dans sa voiture et de partir à toute vitesse. Sauf que là, ses craintes vont se confirmer parce que le camion, pendant tout le temps où il est sur la route, le suit. Sur la route, Jimmy prend la première sortie qu'il voit, qui l'emmène sur une sorte de parking où il y a un petit supermarché, une sorte de station-service, où il y a aussi également une laverie. Il se gare directement à côté d'une ambulance, où il se dit qu'il sera peut-être en sécurité et à qui il pourra parler. De tout ce qui vient de lui arriver en tout cas. Il se dit peut-être qu'avec l'ambulance, il y aurait un officier de police. Pendant qu'il analyse un petit peu le terrain, il se rend compte que le camion rouge l'a suivi, est sorti exactement au même endroit et s'est garé dans le parking du supermarché. Et il se rend compte que l'individu qui est au volant le regarde. Jimmy est totalement paniqué, il est terrifié, il décide de se cacher un peu dans sa voiture, il a peur de sortir de son véhicule, il a peur également d'aller voir des personnes et de leur raconter ce qui s'est passé et que personne ne le croit, du coup il décide d'attendre et décide de se faire oublier. Au bout de quelques heures, le camion rouge s'en va. Jimmy a attendu encore 1 heure de plus avant de reprendre la route et il a bien fait attention jusqu'à son arrivée
que aucun camion rouge ne le suive. Et ce n'est que 5 ou 6 ans plus tard que Jimmy va se rendre compte de ce à quoi il a échappé. Il regardait une émission sur des crimes, des meurtres non résolus avec sa petite amie, et un des reportages va l'interpeller. L'histoire d'un meurtrier qui possédait un camion rouge et qui parcourait les routes en Arizona, où en fait il faisait des appels de phare et klaxonnait certaines voitures pour qu'elles se garent sur le bas-côté en faisant croire qu'elles avaient un problème, et en fait c'était sa tactique pour que généralement des femmes sortent de leur voiture et qu'ils puissent les assassiner. Jimmy se dit qu'il a failli être une des victimes de ce meurtrier, et il est très heureux que son instinct ait raison, et qu'il ait tout de suite bien agi vis-à-vis de la situation qui lui semblait anormale. Ce meurtrier s'appelait Robert Ben Rhodes. Il a été accusé de 3 meurtres, mais est supposé en avoir commis au total 50. Il s'attaquait principalement à des femmes, et il faut savoir que cet homme se servait de son camion comme son terrain où il commettait ses meurtres. Je m'explique. Un de ces meurtres, c'était un meurtre d'un couple d'autostoppeurs. Il les a pris en autostop, il a immédiatement tué l'homme du couple, et la femme, il l'a enfermée à l'arrière de son camion qu'il avait aménagé comme une grande salle de torture. Autant vous dire qu'il ne faisait pas que tuer les gens, il les torturait, il les agressait. Vraiment une personne des plus malsaines. Cet homme est toujours en vie et emprisonné. Donc on peut se le dire clairement, Jimmy a eu énormément de chance car il aurait pu se retrouver sur le tableau de chasse de ce meurtrier bien sanguinaire. Dans cette troisième histoire, on va voir le récit de Stella qui s'est passé en 2006. Elle était étudiante à l'université et elle vivait dans un complexe d'appartements qui appartenait à l'université, une sorte de résidence universitaire. Elle habitait au rez-de-chaussée et son appartement donnait sur une rue dans la ville de Phoenix, aux États-Unis, qui était appelée Baseline. Durant l'été 2006, la ville de Phoenix était le terrain de chasse de 2 tueurs en série. Le premier, c'était le tireur de Phoenix qui en fait était 2 personnes qui s'amusaient à tirer sur des gens au hasard dans la rue. Et l'autre, c'était le tueur de Baseline, qui était quelqu'un qui agressait les femmes et les tuait. Il y avait donc à ce moment-là 2 tueurs en série qui étaient encore en activité, donc forcément la vie dans la ville n'était pas des plus sereines. Vient donc l'automne 2006, et il faut savoir que le mois d'août est très chaud dans la ville de Phoenix. Du coup, ce que Stella faisait, c'était de laisser ses fenêtres ouvertes pour que l'air du matin rentre dans son appartement, parce que vu que c'était assez petit, assez confiné, elle avait vite très chaud. Un matin, un bruit étrange va la réveiller. Il était aux alentours de 5 h du matin. Le soleil commençait tout juste à se lever à ce moment-là, et le son qu'elle entendait qui l'avait réveillée, c'était comme si quelqu'un tapait sur sa fenêtre. Dans un état assez fatigué, elle n'a pas les idées claires, elle se dit que c'est peut-être un oiseau, ou des branches qui tapent sur sa fenêtre. Et là, de nouveau, ça tape, à chaque fois 3 fois, puis un silence. Au bout de 90 secondes où il n'y avait aucun bruit, les bruits recommencent. À force d'entendre ce bruit, Stella se dit que ce bruit n'est pas dû au hasard, à des branches ou un oiseau, c'est l'action d'un humain, et elle se dit donc que c'est son petit ami. Pourquoi elle pense ça? Parce que son petit ami avait pour habitude d'essayer de faire peur à Stella, parce qu'elle trouvait que quand elle avait peur, elle était mignonne. Stella décide de ne pas répondre, de le laisser un peu s'amuser, mais à force d'entendre ces bruits-là, ça commence à la rendre de plus en plus énervée. Elle commence un peu à avoir la rage. Elle se dit, il me saoule à me déranger pendant que je suis en train de dormir. Encore qu'il fasse ça quand je suis réveillé, tranquille, d'accord, mais là, quand même, veut dire me déranger pendant que je dors. Il va m'entendre, ça va pas se passer comme ça, elle va l'engueuler. Et là, encore une fois, elle entend les bruits de tape sur sa fenêtre. Pour se venger, elle décide de prendre un verre d'eau glacée, et en fait ce qu'elle veut faire, c'est le jeter par-dessus la fenêtre pour arroser son petit copain et lui faire prendre conscience que ça ne se fait pas trop de déranger les gens quand ils dorment. Elle prend donc son verre d'eau, elle se dirige vers la fenêtre, et là, elle voit un mouvement. Du coup, elle décide d'un peu regarder en se cachant pour essayer de voir un maximum ce que c'est sans elle montrer qu'elle est à la fenêtre, et elle se rend compte que ce n'est pas du tout son petit ami. Et là, elle dit « Oh mon Dieu !» très fort, instinctivement, c'est une phrase qui est sortie toute seule, mais dans un ton assez énervé. Et là, dans son récit, elle essaye de décrire ce qu'elle a vu. Elle a vu un homme qui l'a regardé dans les yeux, et dans son regard, elle s'est sentie totalement mal à l'aise. Et il avait un regard creepy, ses yeux hantent encore aujourd'hui la mémoire de Stella, et elle nous dit même qu'il n'y a aucun mot qui pourrait décrire la malsénité de cette personne. Les yeux de cet homme sont comme s'ils étaient totalement noirs, sans pupille dedans, comme si cet homme n'était qu'un prédateur. Elle dit que c'est exactement la sensation qu'elle a eue quand elle a vu des photos de Ted Bundy, un serial killer très connu qui a fait énormément de victimes, ou encore celle de Charles Manson. Donc c'est pour dire à quel point ce qu'elle a vu l'a terrorisée. Stella est paniquée, elle arrive à voir un peu l'homme qui est accroupi sous sa fenêtre. Il était habillé tout en noir, pantalon noir, pull noir, casquette noire. Et elle ne voit pas trop sa couleur de peau vu qu'il fait encore assez sombre bien que le soleil se lève. Mais elle a l'impression que l'homme est hispanique. C'est-à-dire qu'il a le teint un peu bronzé.
Tout ce que je viens de vous décrire à l'instant s'est passé vraiment en quelques secondes et l'homme répond à ce qu'avait dit Stella, c'est-à-dire le « oh mon Dieu », il lui chuchote « est-ce que je peux te parler ?» Immédiatement cette phrase a donné des frissons à Stella. Elle nous dit qu'à chaque mot qu'il prononçait, elle était de plus en plus terrorisée. Il se passe vraiment plein de choses dans la tête de Stella. Elle repense justement au reportage ou aux journaux qu'elle a lus sur Ted Bundy où il racontait comment il s'en prenait à ses victimes. Elle se rappelle de sa mère qui lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être sympathique avec des étrangers quand elle a peur, qu'elle doit les renvoyer bouler. Et du coup elle prend son courage de main et lui répond « bien sûr que non, casse-toi de ma fenêtre ». Stella ensuite referme sa fenêtre, la bloque, la ferme à clé. Et après ça, elle se remet un peu en question. Elle se dit, mais si c'est pas du tout quelqu'un de dangereux, admettons que ce soit quelqu'un qui a besoin d'aide. J'ai été totalement impoli, j'ai été totalement irrité, peut-être que je me méprends totalement. Mais finalement, elle décide que cet homme n'avait pas besoin d'aide et qu'en fait c'était un homme creepy et qui mérite ce qu'elle lui a dit. Elle essaye de se rassurer comme elle peut et elle a raison. 1 heure plus tard, Stella parle à sa colocataire de ce qui lui est arrivé parce que la colocataire n'était pas là cette nuit-là. Et en rigolant, cette colocataire lui dit « bah tiens, tu as peut-être eu affaire au tueur Baseline ». Et là, quand la colocataire dit ça, ça fait vraiment un choc à Stella parce qu'elle a une réflexion très rapide qui se fait où elle se dit qu'en fait l'homme qu'elle a vu sous sa fenêtre ressemblait énormément au portrait robot que la police avait fait de ce fameux tueur de Baseline. Stella décide donc d'appeler la police et l'inspecteur qu'elle a en ligne lui dit que effectivement la situation qu'elle vient de vivre ressemble quand même pas mal au mode opératoire de ce tueur, c'est-à-dire qu'il cherche à faire sortir la victime de chez elle, de sa zone de sécurité, et qu'ensuite il l'attaquerait très rapidement pour ensuite l'assassiner. Sauf que là, Stella, elle, n'est pas sortie de sa zone de sécurité, elle l'a renvoyé bouler. L'inspecteur dit à Stella qu'elle a sûrement évité le pire parce que sa réponse agressive à l'homme l'a peut-être déstabilisée, peut-être que le tueur s'est dit qu'elle serait une cible trop complexe à atteindre et du coup, il serait parti et passé à autre chose et chercher aussi également du coup d'autres victimes. L'inspecteur dit également qu'il va faire installer un système de vidéosurveillance à l'appartement de Stella, mais bon, après avoir accroché avec l'inspecteur, Stella n'en a plus jamais entendu parler. Stella raconte également ce qui lui est arrivé à ses parents et ses parents paniquent totalement, ils lui achètent des couteaux de poche pour qu'elle puisse se défendre et du spray au poivre également. Stella apprend en parlant à d'autres personnes qui vivaient dans son complexe d'appartements que cet individu, ce possible tueur, en fait avait toqué à d'autres fenêtres et qu'apparemment il était en train de chercher une victime dans ce complexe d'appartements. Et c'est le 4 septembre 2006 qu'un homme est arrêté du nom de Mark Goodall qui a été accusé d'être ce fameux tueur Baseline. Stella a fait un rapprochement avec son appel avec l'inspecteur où elle se dit qu'en fait l'inspecteur n'a pas envoyé quelqu'un pour installer des vidéosurveillance parce qu'en fait ils étaient déjà sur le point de l'arrêter. Quand sa photo a été diffusée aux informations, Stella est choquée, c'est effectivement bien l'homme qu'elle a vu à sa fenêtre. Stella conclut son histoire en disant qu'elle ne revient toujours pas qu'un serial killer est tapé à sa fenêtre et qu'elle était potentiellement une de ses victimes. Et Stella conclut en donnant un petit conseil qu'on va prendre, c'est que si quelqu'un qui vous fait peur tape à votre fenêtre, faites-lui peur en retour, ça devrait le déstabiliser. Pour vous faire un petit historique sur ce tueur en série là, il aurait fait 9 meurtres, 15 agressions et 11 kidnappings. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que maintenant quand quelqu'un va toquer à votre fenêtre, vous allez dire casse-toi? En tout cas Stella a très bien agi, elle a évité le pire, donc GG Stella.